Allez, allez, plus vite! Bonjour, je m'appelle Rachel Saada, je suis avocate au barreau de Paris depuis maintenant près d'une trentaine d'années. On va dire que je suis tombée dans le droit du travail d'emblée et que au fur et à mesure du temps, je me suis spécialisée non seulement dans la matière dite du droit du travail, mais aussi finalement dans ce qu'on appelle le droit de la protection sociale, puisque comme vous l'a expliqué tout à l'heure le professeur Verkint, eh bien, le droit qui concerne le droit à la santé se déploie notamment devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et concerne des notions qui sont un peu dispersées dans différents codes. On vous a parlé du code civil, on vous a parlé du code du travail et il y a également bien sûr le code de la sécurité sociale. Alors en introduction de mon propos et un peu pour répondre à ce qui a été exposé à l'instant, je vais peut-être à la fois apporter une touche d'espoir et en même temps une nuance quant à l'effectivité de l'ensemble de ces concepts. Parce que je vais d'abord vous parler, c'est important, des obstacles que nous rencontrons et qui sont liés à différentes difficultés qui sont des difficultés, il ne faut pas se le cacher, de nature politique. Il faut savoir que nous rencontrons dans le cadre des instances que nous menons une résistance massive des juridictions du fond et notamment des conseils de prud'homme. Il y a une espèce de refus de prendre en compte la réalité du monde du travail devant les juridictions prud'homales qui tient, et je regrette de le dire parce que j'aime beaucoup la juridiction prud'homale, c'est une juridiction que je défends ardemment. Parce que justement c'est la juridiction du réel, c'est la juridiction des gens qui travaillent, des patrons qui dirigent, mais malheureusement au regard de l'aspect extrêmement subversif finalement du droit de la santé, le paritarisme prud'homal constitue, selon moi, un obstacle majeur à la reconnaissance des droits des travailleurs devant la juridiction du travail. C'est la première difficulté, ça peut vous surprendre, mais elle est suffisamment importante et elle m'est suffisamment quotidienne pour que je vous en parle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il est quasiment impossible d'obtenir gain de cause du premier coup devant le Conseil des prud'hommes, et y compris avec un dossier qui soit excellent, où même la partie adverse va quasiment non pas acquiescer aux demandes, mais développer une argumentation assez peu consistante, eh bien nous avons beaucoup de mal à obtenir gain de cause devant la juridiction prud'homale. C'est le premier obstacle parce que ce qui a été exposé tout à l'heure, c'est la théorie, le concept, etc. Mais dans le quotidien, il y a cette difficulté. Ce qui veut dire que cette difficulté se règle au travers de l'échevinage, c'est-à-dire d'un recours à un juge professionnel qu'on appelle le juge départiteur. Ce juge professionnel est un magistrat qui a été formé à l'École nationale de la magistrature et qui va pouvoir, je dirais, constituer la cinquième voie des quatre conseillers prud'hommes qui sont restés campés chacun sur leur position de sorte qu'aucun jugement n'a pu être rendu.
Donc ce juge départiteur va dire le droit sans considération idéologique telles qu'elles peuvent être développées dans le cadre du délibéré de 4 conseillers prud'hommes, souvent, et je le dis très tranquillement, sans trahir en quoi que ce soit le secret d'un délibéré auquel je n'assiste pas, il y a une position de refus et de blocage du collège employeur. Donc, les choses sont très claires. On sait que quand on part au prud'homme, on a soit un débouté, soit un départage. Mais il est exceptionnel de gagner sans passage par le départage. Et arrive une autre difficulté, et c'est un deuxième obstacle, c'est la question des moyens de la justice. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des difficultés en termes de délai pour faire juger des affaires, et que le passage par le juge départiteur à Paris, c'est 1 année supplémentaire d'attente. À Bobigny, c'est 2 à 3 années d'attente. Donc deuxième difficulté, deuxième obstacle qui est importante, qui concerne la carence du service public de la justice en France. Troisième difficulté, et là j'évoque la question des procédures pénales qui ont été un peu abordées par Pierre-Yves, c'est qu'il y a peu de politique pénale en France sur tout ce qui concerne le droit pénal du travail. Vous savez que pour qu'une instance pénale soit engagée, il y a plusieurs types de procédures, soit que une personne dépose une plainte auprès du procureur de la République, lequel procureur de la République va ou non ouvrir une enquête. À l'issue de cette enquête, va ou non désigner un juge d'instruction. Et vous savez bien que c'est non la plupart du temps, c'est-à-dire que la part prise par les juges d'instruction dans l'instruction justement des dossiers est très modeste, hein, c'est 3 ou 4%. Par conséquent, nous avons cette difficulté-là, ce qui fait que quand on veut entamer une procédure pénale, eh bien, en droit pénal du travail, il vaut mieux avoir le soutien d'un procès verbal de l'inspecteur du travail qui va caractériser les infractions, transmettre au procureur de la République, qui, certes, va garder, je dirais, la latitude pour renvoyer ou non en enquête et donc devant un tribunal correctionnel ensuite, mais qui va avoir une matière bien plus consistante que lorsque c'est un simple particulier, même assisté d'un syndicat, qui va déposer une plainte et qui n'a pas de capacité d'investigation, c'est-à-dire qu'il va s'en remettre au procureur pour que des investigations soient faites. Voilà les obstacles que je voulais décrire. Il faut les avoir en tête. Il y en a un dernier qui me paraît extrêmement important et qui est représentatif de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire de l'aspect très polémique du droit du travail et des antagonismes qui s'y produisent, c'est que nous ne disposons pas non plus en France de l'action collective, donc ce que les Américains appellent la class action. Nous n'avons pas d'action de groupe. Et depuis des années, nous nous battons pour que puissent être installées, et pour les consommateurs et pour les salariés, des actions de groupe. Et vous imaginez bien que nous rencontrons des résistances extrêmement importantes du côté, effectivement, de toutes les fédérations patronales, hein, qui refusent, et sur le plan du droit de la consommation et sur le plan du droit du travail, qu'une action de groupe puisse être mise en place. L'obligation de sécurité, c'est, on vous l'a dit, et je le répète parce que c'est très important de le savoir sur le plan idéologique, c'est la transcription d'une directive européenne de 1989 qu'on a transcrite en 1991. Quand on va vous dire
il faut brûler le Code du travail. Les choses les plus essentielles du Code du travail, aujourd'hui, je ne dis pas que c'était le cas quand j'ai prêté serment en 1985, mais aujourd'hui, l'essentiel de ce que nous soutenons au travers du Code du travail, ce sont des transcriptions de normes européennes. Le document unique d'évaluation des risques, par exemple, c'est la transcription d'une norme européenne. Donc ce n'est pas le travailleur français, le syndicaliste français, le politique de gauche français qui est particulièrement affreux, fabricant de normes, etc., à l'encontre du pauvre employeur qu'on empêche de créer des emplois. Ce n'est pas vrai. C'est l'Europe. C'est une des bonnes choses de l'Europe. Bon. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'importance qu'il faut retenir, c'est ce que vous a dit tout à l'heure Pierre-Yves, c'est qu'on est passé et on passe progressivement et on n'a pas fini d'en découvrir le coût d'une logique de réparation à une logique de prévention. Et donc, comme c'est une logique de prévention qui se décline absolument dans tous les domaines, elle est particulièrement sévère. C'est-à-dire que quand vous écoutez, par exemple, Michel Blattmann, qui est conseiller à la Cour de cassation, vous faire une conférence sur la déclinaison de l'obligation de sécurité de résultat à tous les domaines de la vie au travail, si vous êtes patron, dans la salle, vous êtes absolument terrifié parce qu'effectivement, ça va concerner de l'entrée du salarié, l'embauche, en passant par les conditions de travail, en passant par la protection de la santé, mais jusqu'à la rupture du contrat. Et on voit petit à petit se développer des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, on ne pouvait pas imaginer il y a quelque temps que le salarié en bonne santé, qui n'avait pas bénéficié de la visite médicale d'embauche auprès du médecin du travail ou de la visite périodique auprès de la médecine du travail, puisse dire « l'employeur a commis une faute, je n'ai pas eu de visite médicale d'embauche » et à la question « mais monsieur, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes en pleine forme ?» Je suis en pleine forme, je n'ai aucune maladie, mais je n'ai pas eu ma visite médicale d'embauche. Eh bien, la Cour de cassation dit et redit que le fait de ne pas avoir bénéficié de la visite médicale d'embauche ou de la visite périodique constitue nécessairement un préjudice pour le salarié, même s'il est en parfaite santé et qu'il ne fait aucun reproche à son employeur sur le plan d'une contamination ou d'une maladie. Donc ça, c'est une chose tout à fait intéressante. Alors on peut avoir la lecture qui est ah ben voilà, le Conseil des prud'hommes, c'est le loto, on y va, on joue, on gagne à tous les coups. On peut avoir cette lecture stupide, mais on peut avoir une autre lecture, et c'est celle-là qu'il faut avoir, c'est que la Cour de cassation décide de frapper au portefeuille pour instiller, convaincre de la nécessité de respecter ces règles relatives à la santé et que la visite médicale, ça n'est pas qu'une simple formalité, c'est un des aspects de la prévention. Deuxième chose, exemple que je prends et qui n'est pas dans le domaine de la santé, mais qui est très intéressant également, et je pense que ça participe de la même démarche et de la volonté de restaurer les collectifs de travail. Eh bien, aujourd'hui, un travailleur qui, dans le cadre d'une procédure prud'homale, alors qu'il a été licencié, se plaint de ce que son employeur n'est pas organisé
dans l'entreprise d'élection de délégués du personnel, alors qu'il existe le seuil de plus de 10 salariés, au-delà duquel l'employeur aurait dû, etc., etc. Alors, on peut dire aux salariés, mais première question, est-ce que vous avez, vous, demandé l'organisation des élections? Non, moi je n'ai rien demandé. Est-ce que vous étiez candidat? Éventuellement, non, je n'étais pas candidat. Et alors, vous vous plaignez? Oui, je me plains aujourd'hui parce que j'ai été toujours seule dans les difficultés que j'ai rencontrées et je n'ai pas pu avoir le soutien d'une institution représentative du personnel. On peut dire, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Eh bien, la Cour de cassation vient dire le salarié qui n'a pas été représenté dans une entreprise au travers de délégués du personnel alors qu'il y avait droit a nécessairement subi un préjudice du fait de ce défaut de représentation parce qu'il a été seul face à celui qui avait le pouvoir. Donc vous voyez, c'est un biais assez étonnant. Et pour vous dire la vérité, je n'ai pas discuté avec des magistrats de la Cour de cassation pour savoir ce qu'ils avaient dans la tête au moment où ils ont rendu ce type de décision. Mais je suis sûre que c'est ça qu'ils avaient dans la tête, c'est-à-dire que puisqu'on casse le collectif, puisqu'on piétine les institutions représentatives du personnel, on va distribuer un certain nombre d'amendes, en quelque sorte, qui vont aller dans la poche du salarié licencié, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, le contentieux prud'homal, c'est d'abord et avant tout le contentieux de la rupture du contrat de travail. Vous imaginez bien, et on le comprend, que le travailleur qui est en poste, même s'il a les difficultés les pires, il ne veut pas aller se cogner une procédure et continuer de travailler avec celui qui lui fait problème, le rencontrer matin, midi et soir. Donc c'est évidemment au moment de la rupture du contrat que les choses se règlent. Et donc c'est très important de voir comment toute cette logique de prévention, elle va faire comme une tache d'huile en fait, et que c'est pas seulement les aspects santé pure qui vont être concernés par cette logique de prévention. Alors, je vais essayer de vous dire quel type d'action on peut mener et sur un plan individuel et sur un plan collectif pour essayer de faire avancer les choses. Alors le premier grand type d'action dont je vais vous parler, dont on entend souvent parler, mais qui, là aussi, il faut remettre les choses à leur place, hein, concerne très peu d'affaires, mais qui ont un retentissement médiatique très important. Ce sont les actions collectives menées par les syndicats ou les CHSCT devant le tribunal de grande instance. Alors, un tout petit peu d'organisation judiciaire. Je vous ai parlé des conseils de prud'homme, juridiction paritaire faite de juges élus, d'un côté. C'est une juridiction qui a l'exclusivité de la compétence pour tout ce qui concerne le contrat de travail. Je vous parle maintenant du tribunal de grande instance. Il y en a un par département, même quelquefois plusieurs, et c'est le tribunal qui est compétent lorsque on ne vient pas demander au juge pour tel salarié telle chose, mais où on vient parler justement de la collectivité des salariés. Vous avez sûrement entendu parler d'un arrêt SNECMA du 5 mars 2008 qui a fait couler beaucoup d'encre. En l'occurrence, donc la direction de la SNECMA veut mettre en place une organisation du travail sur un site classé Céveso et bien sûr, elle consulte les organisations représentatives du personnel, CE, CHSCT. Vous imaginez bien
qu'à la SNECMA, on sait comment faire et qu'on ne va évidemment pas squeezer ces IRP. On va leur fournir toutes les infos qu'il faut. Et puis, évidemment, ces IRP qui ne comprennent rien à la bonne organisation du travail vont délivrer un avis défavorable. Mais vous le savez aussi, ni le CHSCT ni le comité d'entreprise ne disposent d'un droit de veto pour empêcher l'employeur de mettre en œuvre une organisation qu'on estime préjudiciable à la santé des salariés. Donc qu'est-ce que fait l'employeur? L'employeur dit, bon, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai fourni tous les papiers et toutes les explications nécessaires, ils m'ont rendu un avis, ils ont été éclairés, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais j'ai rempli mes obligations d'employeur. Je vais maintenant mettre en place cette organisation. Et c'est là qu'intervient la procédure devant le tribunal de grande instance qui va être menée par notamment le syndicat CGT de la SNECMA et qui va expliquer au juge que la nouvelle organisation du travail réduit le nombre de salariés assurant le service de jour et de nuit, entraîne l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance de jour en début de service et en fin de journée et pendant la période estivale. Et cet isolement, explique le syndicat, explique le CHSCT, augmente les risques liés au travail et par conséquent est de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Et que fait le juge? Eh bien, le juge suspend la mise en œuvre de la réorganisation qui ne garantit pas la sécurité. C'est-à-dire que le juge est sensible à l'argumentation du syndicat. L'employeur a beau faire des pieds et des mains et dire « mais moi j'ai respecté toute la procédure, donnez-moi une règle qui m'impose de ne pas laisser un salarié seul dans de telles circonstances alors que j'ai mis en place tout un système de maintenance, etc. Dites-moi quelle est la règle que je viole ?» Et on lui dit « vous ne violez pas une règle en particulier, vous faites courir un risque inutile à un ou des travailleurs parce que vous créez un isolement qui n'est pas bon. » La Banque française, et quand je dis la Banque française, là on parle de la Caisse d'épargne, mais il faut que vous sachiez que c'est appliqué partout à la BNP. Et d'ailleurs, c'est un des arguments de la Caisse d'épargne que de dire « mais je ne fais rien de mal, puisque chez tous mes concurrents, on fait la même chose aussi ». Et alors, il y a eu à la Caisse d'épargne toute une vague de suicides. Les caisses d'épargne sont régionalisées. Elles ont subi depuis des années des restructurations permanentes et véritablement infernales. On a mis en place au sein des caisses d'épargne des méthodes pour classer pas seulement les agences entre elles, mais chaque salarié à l'intérieur de chaque agence. C'est-à-dire que le salarié arrivant le matin, il n'a pas l'objectif de vendre 12 produits financiers, il a juste l'objectif d'être meilleur que son voisin, que son collègue. Donc vous pouvez imaginer ce que ça va générer comme conduite de déloyauté à l'égard de ses collègues. À la Caisse d'épargne, qu'est-ce que constate le juge? Il part des constats suivants, je vous lis. Les instances, donc il parle du CHSCT, du CE, des syndicats, de l'expert, constate une atteinte à la dignité des personnes par leur dévalorisation permanente utilisée pour créer une compétition ininterrompue entre les salariés. Un sentiment d'instabilité du fait qu'il n'y a aucune possibilité de se situer dans l'atteinte d'objectifs annuels puisque le résultat de chacun est conditionné par celui des autres.
une culpabilisation permanente du fait de la responsabilité de chacun dans le résultat collectif, un sentiment de honte d'avoir privilégié la vente au détriment du conseil client, une incitation pernicieuse à passer outre la réglementation pour faire du chiffre, une multiplication des troubles physiques et mentaux constatés chez les salariés, troubles anxio-dépressifs, accidents cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques. Voilà ce que constate le juge. Alors c'est résumé, il faut vous imaginer que ces dossiers, c'est des dossiers comme ça. On fabrique du papier, je ne vous raconte pas. Mais effectivement, c'est un résumé tout à fait parlant de ce qui a été démontré. Et qu'est-ce que dit le juge pour terminer? Attendu qu'il résulte de tout ceci que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de résultat qui pèse sur lui, qu'en instaurant comme mode d'organisation du travail le benchmark, il compromet gravement la santé des salariés, comme cela lui a été indiqué régulièrement par plusieurs instances, et qu'il convient de faire défense à la caisse d'épargne d'avoir recours à une telle organisation du travail. Donc vous voyez que le juge, sur l'instigation des syndicats de salariés, s'immisce, s'introduit, contrôle l'organisation du travail et il lui dit ça, vous ne pouvez pas faire. Je vous l'interdis. Donc ça, c'est très nouveau. Comme sont très nouvelles les décisions qui consistent également sur l'action des CHSCT, toujours par le tribunal de grande instance, à faire invalider des modes d'évaluation des salariés. On peut dire aujourd'hui que, même si ce n'est pas fait, et moi finalement, devant les conseils de prud'homme, quand on me sort des rapports d'évaluation, des entretiens d'évaluation qui sont mauvais pour le client et qui viennent dire mais voyez qu'il était vraiment pas bon, il est viré pour insuffisance professionnelle, mais tous ces rapports d'évaluation lui ont donné tous les avertissements nécessaires, etc. Eh bien, depuis quelques années, je passe au crible les critères qui servent à l'évaluation des salariés. Parce qu'il y a deux mouvements très forts qui viennent sur la question de l'évaluation. C'est que maintenant le juge veut absolument qu'on évalue le travail et pas la personne, et que toutes les notions comportementales, c'est-à-dire le courage, c'est-à-dire, alors c'est très drôle, les employeurs se mettent à parler comme les syndicalistes, c'est-à-dire que tout est à front renversé, c'est-à-dire que vous avez un employeur qui dit dans notre entreprise, ce qui est formidable, c'est qu'on est solidaire. Et on est tellement solidaire que dans vos entretiens d'évaluation, on va juger de la solidarité dont vous faites preuve à l'égard de l'équipe. Et en ce moment, par exemple, je suis en train de préparer une assignation pour le CHSCT parce que justement, on veut les évaluer sur la solidarité dont ils font preuve dans l'équipe. Et alors, on a un truc de fou où c'est l'employeur qui parle de solidarité et le syndicat et le CHSCT qui dit on ne veut pas être évalué, la solidarité c'est notre affaire à nous, c'est pas la vôtre, et on ne veut pas être noté sur la solidarité dont on fait preuve à l'égard des membres de l'équipe. Donc vous avez tout un comment dirais-je, un courant qui, il faut être clair, est éclairé par les travaux de Christophe Dejour qu'on retrouve dans les débats. C'est ça qui est drôle aussi, c'est-à-dire que maintenant, devant le tribunal de grande instance,
On cite la psychodynamique du travail, les travaux de Christophe Dejour sur l'évaluation, le 360 degrés, etc., etc. C'est-à-dire que ça fait partie des arguments qu'on se balance. Alors évidemment, donc on ne fait pas que du droit, évidemment. Si on ne faisait que du droit, on ne pourrait pas raconter tout ça. Mais on invoque toutes les recherches qui sont faites en la matière. Et les juges, de moins en moins, n'acceptent que le salarié soit évalué sur des valeurs qui sont des valeurs humaines, mais dont l'entreprise veut tout le temps s'emparer. L'adhésion, le courage, l'enthousiasme, etc. Et le juge lui dit, ça vous ne pouvez pas faire. Il y avait une affaire assez marrante qui était mise en œuvre par le comité d'entreprise justement du groupe Liaison Sociale, l'AMI, etc. Donc on pouvait compter sur eux pour se défendre assez efficacement. C'est un groupe hollandais qui fonctionne vraiment sur des principes ultra-capitalistes, vraiment très bénéficiaire, qui est presque une position monopolistique. Ils ont racheté à peu près tout le monde. Et je crois que ça se dit Volker Kloepers, enfin j'arrive jamais à prononcer leur nom parce que c'est un nom hollandais. Et ils avaient imaginé de faire une évaluation sur des choses comme je vous dis, le courage, machin, etc. Et sur l'originalité des idées. Et ça n'a pas plu du tout au juge qui a dit dans une décision qui était, comme je vous le dis, assez rigolote, que c'était quand même assez compliqué d'avoir des idées originales dans le travail quotidien. Donc voilà pour ce qui concerne le tribunal de grande instance. Maintenant, si on veut parler des actions individuelles, il faut évidemment parler des actions qu'on mène devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Vous avez entendu tout à l'heure que le principe de la faute inexcusable a été entièrement remanié par la Cour de cassation en 2002. Alors, on partait de très loin parce que, comme cela a été expliqué, la loi de 1898, en réalité, si elle constituait un progrès pour l'ensemble des travailleurs, elle avait aussi pour objectif d'organiser l'impunité des employeurs et de faire en sorte que leur responsabilité ne puisse quasiment jamais être engagée. Ça veut dire qu'on ne pouvait engager cette responsabilité que lorsqu'on faisait la démonstration de la faute inexcusable. D'ailleurs, le terme d'inexcusable parle, c'est la faute d'une exceptionnelle gravité, c'est une faute pénale en réalité, quasiment. Or, ce que vient dire la Cour de cassation en 2002, elle ne vient plus parler de faute d'une exceptionnelle gravité, elle ne vient plus parler de délit pénal, elle vient parler d'un danger, d'un risque dont l'employeur avait ou aurait dû, et ça c'est très important, c'est-à-dire que on ne doit pas démontrer que l'employeur avait conscience du risque, on doit démontrer qu'il aurait dû en avoir conscience. C'est-à-dire que on va se représenter une espèce d'employeur bon père de famille, c'est-à-dire l'employeur moyen, l'employeur loyal, honnête, correct, qui s'informe. Eh bien, il aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait les salariés. Donc ça va évidemment, on va passer d'un entonnoir à quelque chose qui ressemble un peu, je ne vais pas dire à un grand boulevard, mais en tout cas à un vrai chemin. Et ce chemin, on va l'emprunter. Alors là encore, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Il est évident
que la majorité des salariés qui sont victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne font pas de procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. Mais c'est pas très grave parce que les décisions qui sont rendues ont des vertus pédagogiques tellement grandes à l'égard de tous que ce sont un peu des décisions exemplaires, hein, qui vont, je dirais, plus qu'ouvrir la voie, qui vont faire école au sein des entreprises. Alors, je vais vous donner deux exemples de fautes inexcusables, parce que ce sont deux exemples où on pourrait imaginer que c'est à peu près, l'affaire était impossible. Et pourtant, à deux reprises, elle a été couronnée de succès. La première affaire dont je vais vous parler, c'est celle que j'ai prise en charge il y a quelques années et qui concernait le suicide d'un ingénieur du technocentre de Renault-Guyancourt, un ingénieur âgé d'une petite quarantaine d'années, présent chez Renault depuis plus de 12 ans ou 14 ans, ayant choisi d'être ingénieur chez Renault, passionné par son métier et qui, un matin, s'est jeté d'une passerelle de 12 mètres de haut après avoir eu un entretien avec sa N+1. La première chose que je tiens à dire, c'est que quand j'ai reçu la veuve de cet ingénieur, nous avons immédiatement décidé d'éliminer le prisme du harcèlement moral. Ça a été véritablement un pari que nous avons fait, mais qui a été, je crois, finalement très fructueux, parce que moi-même je découvre tous les jours les répercussions de ce choix initial, stratégique qui a été fait, qui a été de dire non. On ne parlera pas de victimes, on ne parlera pas d'agression, mais on va parler de l'organisation du travail, de la charge de travail. Alors, je vous le fais très court, évidemment, ça m'a pris beaucoup de temps de maturer tout ça, ça m'a pris des heures de lire des dizaines et des dizaines et des dizaines de PV, de CHSCT, de comités d'entreprise sur 10 années en arrière pour savoir est-ce qu'on pouvait prévoir. Est-ce qu'il y avait la chronique d'une mort annoncée? Et oui, il y avait la chronique d'une mort annoncée, parce que tout était dans les PV, la surcharge de travail, le non-paiement des heures supplémentaires, la pressurisation des salariés, la recherche de performances exclusivement financières, etc., la culture du sous-effectif, etc., etc. Et c'est tous ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on a passé au crible tout ce qui concernait le travail, tout ce qui concernait l'organisation de l'entreprise, tout ce qui concernait la recherche de profit, et on est allé plaider tout ça, et tout ce qui concernait bien sûr le service de santé, comment il était organisé, quels étaient les outils qui avaient été mis en place, etc., etc. Donc, c'est un travail qui a été considérable, mais qui, au bout du compte, donne une espèce de guide. Et lorsque on a soutenu que Renault refusait d'évaluer les risques, par exemple, refusait d'évaluer les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques, eh bien, on a été entendu parce que ce document, il a deux vertus. Je crois que vous pouvez le retenir comme ça, même si c'est, je pense, très complexe à établir. Il a deux vertus, ce document. Il a la vertu de caractériser les risques que l'on connaît et celle de faire prendre conscience des risques que, précisément, on ne connaît pas si on ne fait pas cette démarche d'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'il force, évidemment,
à dépasser les préjugés, il force évidemment à s'intéresser à autre chose que les résultats purement financiers. Donc ça, ce sont deux décisions importantes. La première du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 décembre 2009, Hauts-de-Seine, tribunal de Nanterre, et puis un appel et une décision de la Cour d'appel de Versailles qui est du 19 mai 2011, qui est très intéressante également. Je vous cite les deux parce que vous le verrez, les arguments retenus par le premier juge sont très intéressants et les arguments retenus par la Cour d'appel viennent encore compléter ceux qui ont été retenus par le premier juge. Et c'est assez rare d'avoir deux décisions qui sont dans le même sens et qui se complètent, c'est-à-dire que ce n'est pas une adoption de motifs par le deuxième juge. Donc ça, c'est la première décision dont je voulais vous parler. La deuxième, c'est mon confrère Claude Katz qui l'a obtenue et qui, là aussi, fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle concerne un infarctus qui survient à un journaliste par suite d'une surcharge de travail. Et s'il y a bien un domaine où, y compris les médecins, se refusent absolument à dire ce qui provient, enfin ce qui a causé l'infarctus, c'est bien celui des affections cardiaques. Vraiment, il y a un grand refus de la collectivité médicale de dire on peut pas dire ce qui a causé. Et la Cour d'appel de Paris, donc chambre de la sécurité sociale, va rendre un arrêt, vous le lirez plus tard, mais c'est un arrêt assez étonnant parce que quand on le lit, on a le sentiment de lire quelques publications syndicales, en fait. C'est-à-dire que il a absorbé, les magistrats ont absorbé toute la littérature autour des risques causés à la santé des salariés. Et notamment, je lis simplement un petit extrait, considérant qu'il découle de ce qui précède que les sociétés machin et bidule, n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de leurs employés. Donc vous voyez, le juge dit à l'employeur, vous avez un objectif de réduction des coûts, mais attention, cet objectif de réduction des coûts, vous devez le confronter aux risques que vous faites encourir aux salariés qui vont supporter la charge de travail supplémentaire liée à cette réduction des coûts. Quand je vous dis que c'est subversif, c'est subversif. Et le juge continue en disant ceci. Concernant le consentement du salarié à cela, parce qu'évidemment, de l'autre côté de la barre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mais il n'a pas protesté, mais il n'a rien dit. Le juge dit, la position hiérarchique du salarié le mettait dans une position délicate pour s'y opposer, l'absence de réaction ne pouvant valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise. Que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut être que générale et en conséquence ne peut exclure le cas non exceptionnel d'une réaction à la pression ressentie par le salarié. Donc là, on a vraiment l'expression d'une obligation qui est très forte et la Cour de cassation, qui va être saisie par l'employeur, va rendre un arrêt qui est maintenant célèbre du 8 novembre 2012 où elle dit très clairement
mais attendu que l'arrêt retient qu'un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress et aux conséquences pour les salariés qui en sont victimes, que l'accroissement du travail de M. Giffre est patent sur les années précédant son accident, que cette politique de surcharge, de pression, d'objectifs inatteignables est confirmée par des attestations, que les sociétés Cedi et Sogec n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts, etc. Et on reprend ce qu'ont dit les premiers juges, que ces constatations et énonciations, la Cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits au débat, a pu déduire que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leurs salariés et n'ont pas pris les mesures propres à leur préserver. Donc, vous voyez, ce sont des décisions qui sont tout à fait capitales. Alors, je vais quand même attirer votre attention sur quelque chose qui est très important, qui est un risque de confusion intellectuelle entre le risque et la réalisation du risque. On vient nous dire, qu'est-ce que dit la Cour de cassation? Elle dit, il avait ou il aurait dû avoir conscience du risque. Et ça devient chez les employeurs, je ne pouvais pas deviner qu'il allait se suicider. Je ne pouvais pas deviner qu'il allait avoir un infarctus. Mais ils déplacent le problème. On ne leur demande pas, et heureusement, de deviner que quelqu'un va se suicider, etc. L'obligation n'est pas là. Et ça, c'est très important parce qu'on va souvent vous le dire. Je ne pouvais pas deviner. Alors, pour qu'on comprenne que l'obligation ne se situe pas au niveau de la réalisation du risque. On confond le risque et sa réalisation. L'obligation se situe au niveau du danger. Est-ce qu'il existe ou pas? Alors, je prends un exemple pratique. Quand on construit un échafaudage, cet échafaudage, il faut qu'il réponde à un certain nombre de règles de sécurité, qu'il y ait des garde-corps, que quand on descend par une trappe de l'échafaudage, elle soit située à tel endroit, etc., qu'il n'y ait pas de risque de bascule, etc., etc. S'il y a un accident et que l'échafaudage n'est pas conforme, qu'il n'y a pas de garde-corps ou qu'il n'est pas bien arrimé, etc., etc., l'employeur ne dira jamais « mais je ne pouvais pas deviner qu'il allait se casser la figure ». On ne doit examiner que la question du respect des normes de sécurité. On ne va évidemment pas demander à l'employeur de deviner si le salarié qui va tomber sur la tête ou va tomber sur le bras. S'il va se casser une jambe ou deux, eh bien c'est pareil pour la crise cardiaque et pour le suicide. En tout cas, moi, je considère que c'est pareil. C'est-à-dire que on ne demande pas à l'employeur de se transformer en Madame Irma. On lui demande juste, en fonction des connaissances qu'il a, de la science et en fonction de la charge de travail, parce que c'est la nouvelle chose qu'on lui demande de faire. Et c'est le grand apport de la décision de la Cour d'appel de Versailles. Et je dois dire qu'on avait concentré nos explications là-dessus. On avait passé 3/4 d'heure à expliquer ce que faisait Antonio. C'était quoi son travail? Et il avait 3 grandes missions. Et on a expliqué par le menu en quoi consistaient toutes ces missions, ce que ça représentait en quantité de travail, ce que personne n'avait jamais mesuré. Et la Cour dit qu'il appartient à l'employeur d'évaluer la charge de travail. C'est-à-dire qu'on est passé de l'évaluation du salarié à l'évaluation de la charge de travail du salarié. C'est une assez jolie revanche.
même si elle coûte le prix de quelques vies. Et donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre-Yves, en vous parlant des horaires de travail et en vous parlant de cet arrêt de la Cour de cassation du, je crois, 29 juin 2011, qui valide le forfait jour, mais qui dit aux employeurs, attention, je valide, mais vous devez contrôler la charge de travail. Vous devez mettre en place des systèmes de garantie de non-dépassement de la durée quotidienne maximale, de la durée quotidienne hebdomadaire. Vous devez tous les X temps prévoir un entretien avec le salarié pour mesurer s'il fait face sans difficulté à la charge de travail que vous lui imposez. Donc voilà ce que les tribunaux des affaires de sécurité sociale apportent. Et quand on vous dit que tout ceci est une espèce de convergence entre le code civil, le code du travail, le code de sécurité sociale, c'est la vérité. C'est un... Alors ça a été fait par... je crois que ce serait prétentieux de dire qu'on a absolument pensé tout ça. On n'a pas forcément pensé tout ça. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est de voir que d'autres aujourd'hui pensent ce que vous avez fait, c'est-à-dire ce qu'on a construit dans l'argumentation. Et c'est assez plaisant, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a essayé de chercher partout des outils face à quelque chose qui nous paraissait tellement injuste, tellement scandaleux, tellement répétitif, qu'on est allé chercher partout. Qu'on a fait une espèce de travail de détective. Et quand je vous dis que c'est un travail de détective, je vous assure, c'est un travail de détective. C'est bon, alors... combien d'heures? Et là, on fait des dessins, et on va chercher tel truc ici, tel autre truc là. Et après, on essaye de créer quelque chose de cohérent. Et au bout du compte, c'est cohérent. C'est-à-dire tout ce que racontaient les élus, ceux qui étaient dans la réalité du travail, c'est vérifié. Tout. Et il suffisait d'entendre les signaux, d'entendre les alertes, d'écouter ce qui était dit. Alors, pour terminer sur l'écoute et sur le travail que font finalement tous les étudiants, les professeurs, etc., je voulais un peu vous parler d'un accord France Télécom qui a été signé le 27 septembre 2010 et qui s'intitule « Les nouveaux principes généraux d'organisation du travail ». Et là, je trouve que c'est un peu un conte de Noël, cet accord de France Télécom qui, bien sûr, comme vous pouvez le supposer, a été fait après la vague de suicides et commence par des déclarations tout à fait extraordinaires dans le préambule indiquant que l'accord reconnaît la place et le travail du salarié dans l'organisation, l'importance de la qualité du travail et de la construction de l'identité professionnelle par métier. L'organisation du travail respecte les salariés et vise à leur donner les conditions optimales, etc., etc. La nouvelle organisation du travail repose sur la coopération entre les salariés et les collectifs de travail et ne doit pas aboutir à les mettre en concurrence entre eux. Elle donne du pouvoir d'agir aux salariés et leur permet d'accéder à la maîtrise de leur activité. C'est beau. Je continue par une autre citation et après je m'arrête parce que vous lirez cet accord. L'entreprise met l'humain
au centre de son organisation et de ses finalités, en donnant les moyens à chaque salarié de maîtriser son travail. Ce principe s'exerce dans la prise en compte de l'écart entre travail prescrit et travail réel au regard des différents aspects que comporte la notion de travail. Donc vous voyez que la psychodynamique du travail est entrée dans la négociation et que effectivement c'est un vocabulaire. Alors après il va falloir espérer du contenu, mais en tout cas c'est un véritable hommage qui est rendu là par les négociateurs je termine avec une citation qui est à mon avis tout à fait extraordinaire. L'identité professionnelle est une notion qui ne peut se construire qu'en référence à un collectif professionnel. La connaissance et la maîtrise des règles du métier constituées par le collectif et en même temps par une reconnaissance de chaque personnalité dans ce cadre. Donc je crois que là, quand on a dit ça, on a tout dit. Alors cet accord annonce d'autres accords. Je ne sais pas s'il en a été signé, mais en tout cas, c'est la démonstration pure et simple que tout le travail qui est accompli finit par entrer dans les entreprises. Alors, est-ce que il faut être pessimiste et se dire ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un discours, ce n'est qu'un processus assurantiel, etc. Je ne crois pas qu'il faille se dire ça, parce que si on se dit ça, on arrête tout, on ne fait plus rien. Évidemment que c'est un parcours semé d'obstacles, évidemment qu'il y a des menteurs, évidemment qu'il y a des tricheurs, mais on n'a pas le choix, il faut continuer d'avancer dans cette direction. Et je pense que, comme le dit souvent Christophe Dejour, on participe au système, nous tous, donc forcément on participe aussi à la solution. J'aime bien cette phrase des Black Panthers qui disait si tu ne trouves pas la solution à un problème, c'est que tu fais partie du problème. Voilà.